Après avoir abordé ces dernières années des sujets comme la vallée des merveilles, l'oppidum d'Entremont, les statistiques multivariées, je vais continuer à être éclectique. Essayez cette fois de parler d'un sujet qui vous est beaucoup plus familier, qui est celui de l'art pariétal paléolithique, et en particulier des énigmatiques signes du placard. Ne voulant pas commettre trop d'erreurs d'interprétation, j'ai sollicité à plusieurs reprises l'aide de Pascal Rau, que je tiens à remercier ici. En octobre 2010, Lithos organisait un voyage dans la Charente préhistorique. Au programme, il y avait des sites gallo-romains, plusieurs mégalithes charentais et les abris et grottes ornées de la Chaise, la Chaire à Calvin, le Roc de Serre et le Placard. La grotte du Placard est une grotte ornée, située sur la commune de Villeneur, à 30 km à l'est d'Angoulême, sur la rive gauche de la Tardoire, au hameau de Rochebertier, dans une falaise qui longe la rivière. La grotte est à 42 mètres de la rivière, qu'elle surplombe de 17 mètres. Cette grotte est une gigantesque cavité, de 18 mètres de profondeur, dont le porche est orienté sud-est. Elle est prolongée à droite par 2 diverticules étroits et à gauche par une galerie plus importante. Le porche, fermé par une porte métallique, a une largeur de 10 mètres, une hauteur de 12 mètres. Les gravures se trouvent à gauche de l'entrée, près d'une galerie appelée GLD de 40 mètres de long sur 2 à 4 mètres de large. La grotte fut découverte par Jean-Louis Fermont au milieu du XIXe siècle, qui la loua à son propriétaire et qui y fouilla de 1864 à 1890, laissant fouiller n'importe qui, moyennant 50 centimes par jour. Il en sous-loua une partie à André de Marais, qui publiait une stratigraphie. Il faudra attendre 1958 pour que l'abbé Jean Roche entreprenne des fouilles autorisées, consacrant ses recherches aux moustériens du talus extérieur. Il vida la grotte de ses déblais, qu'il recombla partiellement en 1963 avec ces mêmes déblais truffés de silex et de vestiges divers qui firent pendant longtemps le bonheur des fouilleurs clandestins. C'est Louis Duport qui obtint la permission de déblayer la grotte à nouveau et mit au jour les gravures contre la paroi gauche. Le ministère de la Culture et la Direction des Antiquités donnèrent en 1990 une mission de relevé de ces gravures à Jean Clotte, Louis Duport et Valérie Ferruglio. La paroi gravée à gauche de l'entrée s'étend sur 5 mètres de long, 2 mètres de haut. Elle est relativement plane et sa surface, bien que fissurée, n'est pas altérée en profondeur, le long séjour sous les sédiments l'ayant protégée. La majorité des figures se trouvent entre 2 fissures longitudinales. Les traits gravés sont très fins. Le raclage a parfois été utilisé. Voici l'ensemble du panneau, tel que l'a observé l'équipe de Jean Clotte. L'œil est d'abord attiré par des représentations animales. La lecture des figures est très difficile, du fait d'un enchevêtrement de fines gravures. Ici, par exemple, on peut voir un cheval. Voici le relevé du panneau, où l'on comprend mieux la tête du cheval, le cercle lumineux supérieur. Voilà encore une meilleure photo de cette tête de cheval. Et voilà donc son relevé. Voici l'arrière-train d'un cheval superposé à de multiples représentations finement gravées. Et voici, en plus grand, le relevé du cheval fait par Valérie Ferruglio. D'autres figures représentent des bouquetins ou des cervidés. On voit ici une ramure de renne. Voici le relevé de cette ramure et des cornes de bouquetin.
De plus, dans les sédiments a été retrouvée une plaque calcaire provenant du démantèlement de la paroi ornée. Il s'agit de la gravure d'un auroch solutréen dont vous avez ici le relevé. On trouve également des signes qui, contrairement aux animaux, qui nécessitent un tracé souple et maîtrisé, ces signes sont formés d'incisions rectilignes et moins ordonnées. Voici donc le même signe avec son relevé pour en faciliter l'interprétation. C'est un signe dont la forme globale est celle d'un T, renversé, avec des appendices verticaux plus ou moins développés. Klotz a tenu à les appeler signes de type placard, car c'est dans cette grotte qu'ils sont le plus nombreux, et que cette dénomination n'évoque aucune des interprétations que de nombreux auteurs ont pu leur donner. Nous y reviendrons plus loin. 7 signes semblables sont répartis sur la paroi ornée. Les auteurs les ont soigneusement étudiés et décrits dans leur publication de 1990. Ils ont étudié la longueur de chaque segment, leur ordre de traçage, rectangle vertical, bande horizontale, appendice sous-jacent. Ils ont calculé les rapports des différentes longueurs permettant d'en dessiner le module type que vous avez ici. Il est aussi intéressant d'étudier les positions relatives des signes et des figures. On trouve une association directe entre cygne et cheval. Les signes semblent avoir une place réservée dans la composition, donnant peut-être une clé permettant leur lecture. Encore une fois, les chevaux semblent entrer ou sortir de la paroi avec ou sans yeux. Si les signes de la grotte du placard ont été découverts relativement tard, ils ont attiré l'attention des auteurs car ils sont identiques à ceux connus depuis longtemps dans 2 grottes ornées du Quercy, Pechmerle et Cougnac. C'est au placard que Klotz et ses collaborateurs ont pu les dater, car contre la paroi, on trouvait des sédiments en place, contenant des pointes à cran solutréennes. Les gravures situées sous le niveau de ces sédiments qui les protégeaient ne pouvaient leur être postérieures. Gravés ou peints en rouge ou en noir, nous trouvons donc les mêmes signes du placard dans 3 grottes distantes de plus de 150 km. Certains auteurs comme Leroy-Gourhan ont cru y voir un marqueur ethnique régional. Dans la grotte de Pechmerle, à Cabreret, on trouve dans un réduit un homme blessé par 8 traits convergents. Des signes dits aviformes, peints en rouge, sont rattachés à la tête du personnage. Ce sont 3 signes de type placard, dont l'un est presque complet, et les 2 autres sont entrelacés par un procédé d'abréviation appelé synecdoque par Laure Blanchet. L'association de l'homme blessé et des signes du placard est intéressante. Souvenons-nous que dans la grotte du placard, l'association existait avec un cheval. Dans la grotte de Cougnac, on trouve également des signes du placard, peints en noir, dans une galerie dite galerie des aviformes. Voici une vue d'ensemble de ce grand panneau de Cougnac. On trouve ainsi sur ce panneau 11 signes. On peut remarquer qu'à Cougnac, comme à Pechmerle, les signes sont évidés. Seul leur contour est dessiné, alors que dans la grotte du placard, ils étaient remplis de fines rayures. Un détail est à noter. L'un des signes comporte une double cheminée, ce qui montre bien que ces signes du placard ne sont pas des représentations stylisées d'oiseaux. L'aigle impérial à 2 têtes n'était pas encore inventé. C'est un signe double qui peut évoquer 2 mégacéros, non loin de là. Dans cette grande frise au mégacéros se trouve un homme blessé, noir, incomplet,
semblant s'enfuir avec 3 saguets plantés dans le dos. Il s'agirait plus vraisemblablement d'un personnage passant à travers la paroi de la grotte où a déjà disparu le haut de son corps. Ce que les auteurs ont longtemps pris pour des saguets seraient plutôt des traits qui irradient de son corps. Ils ont du reste été tracés dans le sens allant du personnage vers l'extérieur. À droite de la grande frise, près du boyau terminal, se trouve un second homme blessé, peint également en noir, transpercé de 7 saguets. Cet homme blessé est superposé à un grand mammouth rouge. Cougnac renferme donc des hommes blessés, non loin de signes du placard. Cependant, contrairement à Pechmerle, les signes du placard et les hommes blessés ne sont pas associés sur un même panneau. D'autres figures anthropomorphes existent également à Cougnac. Ce sont des personnages dont on ne voit que le contour de la tête, surnommés les fantômes. Près d'eux se trouve un animal que j'aurais tendance à interpréter comme un cheval, qui évoquerait le cheval voyage, mais qui a été décrit comme un canidé. Ce signe du placard n'est peut-être pas le marqueur ethnique régional décrit par le roi Gourand, car il est également présent dans la grotte Cosquer près de Marseille et à Lascaux. Le signe gravé de la grotte Cosquer est étrangement similaire au signe du placard. Et on trouve également à Cosquer un homme blessé. Autre grotte, autres signes qui peuvent être apparentés au placard. Les signes de Lascaux. Le signe A, peint en noir dans l'abside, le signe B, pointillé, qui est associé aux pattes d'un cheval dans le diverticule axial. Pour ma part, je trouve que ce signe B ressemble au fantôme de Cougnac, dont l'interprétation est peut-être à revoir. Lascaux possède également son homme blessé dans la fameuse scène du puits. Remarquons que ces hommes blessés ont souvent une tête d'oiseau. Pascal Rot, dans son livre « Animisme et art premier », explique que le chaman en transe et en grande souffrance entreprend son vol vers le monde des esprits. Bien d'autres signes ont été rapprochés de ceux du placard. Nous allons en examiner quelques-uns. Dans la grotte du Péchialet, à Grollet-Jacques, en Dordogne, Pascal Rot a décrit un signe tictiforme que l'on peut rapprocher des signes de type placard. Dans la grotte du Castillo, en Cantabrie, des signes rouges rappellent la forme générale des signes du placard. L'un d'eux est curieusement peint en négatif. Dans la grotte du Castillo existe ce signe formé de points rouges qui rappelle aussi les signes du placard. Le tracé ponctué pourrait évoquer l'évanescence, l'immatérialité, l'esprit. Et n'oublions pas que c'est dans cette grotte que se trouve l'extraordinaire sorcier virtuel formé par la projection de l'image d'une stalagmite sculptée en forme de bison sur la paroi de la grotte, où ont juste été peintes les pattes du sorcier bison. Juste à côté, dans la galerie B de la grotte de la Passiega, on retrouve ces formes étranges qualifiées d'inscriptions. Le dernier signe de l'inscription rappelle la forme connue du placard, juste à côté des 2 pattes d'ours. Dans la galerie C de la Passiega, sur le panneau où l'on peut admirer le très beau bison à visage humain, on trouve en haut des signes rouges qui ressemblent aux signes du placard.
À Altamira, de même, on a pu décrire des signes rouges qui, eux aussi, rappellent la forme des signes du placard. Et bien sûr, on trouve dans cette grotte des sorciers à tête d'oiseau. J'ai trouvé par hasard, dans un livre de Marcel Hoth, la reproduction de cette statuette épigravétienne d'une Vénus qui porte sur la cuisse un curieux signe. Elle provient du site ukrainien de Mézine. Après avoir demandé avis aux spécialistes, Pascal, il semble qu'il s'agisse d'une erreur du dessinateur qui voulait représenter des chevrons. J'ai cherché dans ma bibliothèque des photos de cette statuette, mais malheureusement, il me manque la 4e photo, vue latérale gauche, pour pouvoir le vérifier. À Ardales, en Andalousie, plusieurs panneaux ont attiré notre attention, dont celui qui montre une tête d'oiseau et plusieurs cervidés. J'ai d'abord cru à un sorcier à tête d'oiseau, percé de flèches comme un Cosquer, comme à Pechmerle aussi, comme un Cougnac. Mais Pascal m'a dit de regarder dans l'autre sens. C'est un cervidé blessé par une flèche. À Ardales, on voit également un anthropomorphe, une chamane peut-être, à la tête frappée par un signe triangulaire, comme le sorcier de Pechmerle. Plus loin, des femmes ressemblent étrangement aux tracés digitaux du plafond de Pechmerle. C'est d'autant plus extraordinaire qu'il y a plus de 1000 km de distance entre ces deux grottes. Toujours à Ardales, des têtes de cervidés sont tracées avec la même technique que les signes du placard. En bas à gauche de la diapo, un signe décrit comme une tête de bouquetin laisse songeur. Il faudrait peut-être réfléchir davantage sur les similitudes entre les représentations de cette grotte andalouse et celles du sud-ouest. À Chauvet en Ardèche, certains trouvent une ressemblance entre les papillons et les signes du placard. De proche en proche, on est amené à s'interroger sur les pendentifs sexués de Dolny Vestonice, sur les cercles de Vézac, sur le signe cordiforme du Portel. Et pourquoi pas sur les corniformes de la vallée des Merveilles, qui sont bien des bovidés et dont nous avions parlé il y a quelques années. On pourrait aussi évoquer certains bijoux mayas en forme de chauve-souris, qui rappellent encore les signes du placard. Pour ma part, je m'interroge sur la pertinence de telles comparaisons qui franchissent allègrement les distances et le temps. La distance. Ce signe s'étendrait sur plus de 500 km à la ronde et peut-être beaucoup plus si l'on intègre Ardales, Dolny Vestonice, etc. Puis le temps. Du Solutréen datent les gravures de la grotte du placard, les peintures rouges ou noires de Pechmerle et de Cougnac, et le signe peint de Cosquer. Lascaux est sans doute postérieur de quelques milliers d'années. Par contre, les gravures de la vallée des Merveilles datent de l'âge du bronze, 4000 ans. Des millénaires se sont alors écoulés. Il semblerait étonnant qu'un unique graphisme traverse de tels laps de temps. Mais on pourrait me rétorquer que le signe de la croix existe bien depuis 2000 ans dans nos civilisations chrétiennes, sans que sa signification ait changé. Beaucoup de préhistoriens ou d'amateurs, néophytes, s'interrogent. Qu'ont voulu représenter les Solutréens à travers ces signes? Certains ont pu y voir des tectiformes, des signes en forme de toit, à une ou deux cheminées. Le signe serait alors un abri, le symbole de la grotte, permettant d'entrer dans le monde sacré des esprits. On a parlé à Pechmerle ou à Cougnac d'aviformes, de signes en forme d'oiseau. Mais n'avons-nous pas évoqué nous-mêmes il y a quelques instants le vol chamanique des hommes blessés? La tête d'oiseau à Ardales près du cervidé blessé renforce cette interprétation. Pour le roi Gourand, les représentations préhistoriques avaient une connotation sexuelle.
Les barres, les traits, les flèches étaient les signes mâles, les cercles, les accolades étaient les signes femelles. Le signe du placard serait donc un signe féminin? J'ai trouvé amusant que l'héroïne de Wolinski, très sexuée dans tout l'album, prenne la forme du signe du placard sur la couverture. Pour rester sérieux, abstenons-nous de ces interprétations fantaisistes qui sont plus le fruit de l'imagination que de déductions scientifiques. Que pouvons-nous retenir de concret? Que les signes du placard existent dans toute la zone franco-cantabrique et jusqu'à la Méditerranée, en Provence, en Andalousie. Qu'on les trouve à l'entrée, dans la grotte du placard, ou au fond des grottes, Cognac, Pêche-Merle. Donc ils ont pu être peints aussi bien dans les zones d'habitation qu'au fond des sanctuaires. Qu'ils datent principalement du Solutréen, mais que la forme générale va perdurer pendant tout le Paléolithique supérieur et peut-être à l'âge du bronze ou dans des civilisations proto-historiques. Qu'ils sont souvent associés à des figures, au cheval voyage, à l'homme blessé, qui souvent a une tête d'oiseau. Le signe du placard serait alors lié au voyage chamanique. Résumons. Dans toutes ces grottes se trouvent des hommes blessés qui souffrent en s'envolant ou en s'enfuyant de l'autre côté de la paroi. S'il n'y a pas d'homme blessé, on trouve un animal tutélaire, lui aussi blessé ou transpercé de flèches, dont une partie du corps disparaît dans l'autre monde. Le signe du placard est proche, il touche même le sorcier. Partout omniprésent, le cheval, symbole du voyage, qui touche ces signes du placard. Quand on ressort de la grotte, on a plein de questions en tête et des hypothèses qui foisonnent. On espère qu'un jour une nouvelle découverte ou une nouvelle étude permettra enfin de mieux comprendre ce que signifient ces signes mystérieux et quel était le sens pour les artistes solutréens.